Bonjour à tous, c'est l'heure de décryptage. Merci toujours de rester fidèle à New World TV et surtout à sa chaîne Info. Nous allons parler du Mali, sanctions, quel sort pour le contingent de la CEDEAO. Nous recevons Didier Assogba, éditorialiste. Didier, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va. Après les sanctions de la CEDEAO, les sanctions très dures de la CEDEAO à l'encontre de Bamako et les mesures de réciprocité de la junte militaire au pouvoir au Mali. Quel sort pour le contingent de la CEDEAO au Mali, Didier Assogba? C'est clair que la CEDEAO, on dirait que a déclaré, on va dire, la guerre ou a laissé le Mali en plein vol, un peu comme, pour reprendre les termes du Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga. Choguel Maïga, qui a accusé la France d'avoir abandonné le Mali. On dirait que la CEDEAO est presque dans le même cas de figure, en train d'abandonner le Mali en difficulté actuellement. Parce que quand vous sondez un peu les sanctions, vous les étudiez, c'est des sanctions, bon, je ne vais pas reprendre les termes du gouvernement malien, mais c'est des sanctions assez dures, un peu également un peu exagérées, il faut le reconnaître. Et donc, à partir de ce moment où la CEDEAO a décidé d'isoler diplomatiquement, économiquement, et même géographiquement le Mali, à partir de ce moment-là, et suivant les mesures de réciprocité diplomatique prises par les autorités de la transition malienne, il va sans dire d'ailleurs, et ces autorités l'ont d'ailleurs signifié à l'ONU depuis lundi déjà, que les troupes de la CEDEAO, les soldats issus des pays membres de la CEDEAO ayant pris cette sanction contre le Mali devraient se retirer du territoire malien. Est-ce que ces pays vont s'exécuter ou est-ce que l'ONU va jouer aux bons offices pour ramener les deux partenaires à la raison? On attend de voir. Sinon, ça va être assez compliqué pour que la CEDEAO qui prend une telle mesure puisse laisser encore des contingents, des contingents donc, sur le territoire malien dans le cas de figure actuel où on sent que la CEDEAO n'avait plus envie d'accompagner le Mali à se tirer d'affaire. Au même moment, Assimi Goïta a parlé, il dit qu'il est très ouvert au dialogue avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire la position du chef de la junte militaire? Non, quand vous êtes chef, il faut toujours offrir une alternative. Il faut toujours offrir une alternative. Oui, d'accord, quand vous êtes chef et que vous pensiez que ce que vous faites pour votre pays est bien et que à l'extérieur cela s'apprécie de cette façon-là et que au lieu qu'on cherche à vous comprendre, on vous inflige des sanctions et tout cela. Vous vous offusquez et après vous réfléchissez, mais il faut toujours laisser une porte de sortie, une porte de discussion, une porte entrouverte pour des solutions à l'amiable certainement. Il ne faut pas complètement fermer les portes. Donc, oui, la CEDEAO, de son côté, n'avait pas laissé de porte ouverte pour des échanges devant aboutir à un consensus entre les deux partenaires. Mais du côté du Mali, je pense que c'est la bonne attitude à adopter et le président de la transition l'a bien compris, c'est de démontrer de cette fermeté, de montrer qu'on est imperturbable malgré les sanctions annoncées conjointement par la CEDEAO et l'UEMOA, mais également de laisser une porte ouverte aux discussions, comme naturellement dans tous les principes tous les principes diplomatiques, il faut toujours offrir une alternative. C'est ce que je pense que c'est cette leçon d'ailleurs que Assimi Goïta est en train de donner à la CEDEAO, qui a été elle plutôt assez ferme, assez renfermée sur elle-même. Quand vous lisez le communiqué, il n'y a véritablement pas de porte de sortie. Véritablement, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y avait pas d'alternative laissée pour les autorités maliennes, sanctions
gel des avoirs, interdiction de voyage, isolement diplomatique et géographique du Mali. Donc après, il y a véritablement... Tout est mis en place pour les faire plier. Voilà, tout était mis en place pour les faire plier. Mais quand vous avez en face des gens qui ont risqué leur vie tout le temps, sur le territoire, sur le terrain, en face des djihadistes, et qui ont même pris le risque d'aller opérer un coup d'État, sachant que s'ils échouaient, ils pouvaient être traités durement par l'État malien, être traités comme vous savez, d'atteinte à la sûreté de l'État et être jetés en prison, certainement à vie, quand des gens n'ont pas peur pour leur vie, et surtout quand il s'agit de militaires de la trempe du club de colonel d'Assimi Goïta, il est assez compliqué de faire plier des gens comme ça qui ont, eux, une idéologie assez calquée sur, on va dire, sur le panafricanisme, sur le patriotisme. Et ils le disent d'ailleurs à longueur de leur discours, c'est de refonder le Mali pour que les nouveaux dirigeants qui vont avoir à diriger le pays n'ont pas à reprendre les mêmes choses ou n'ont pas à se donner dans un éternel recommencement. Donc à partir de ce moment-là, oui, on est tous d'accord qu'une transition de 5 ans, c'est trop long. Mais en même temps, je pense, à mon sens... Didier, ça peut être un discours, c'est empreinte de panafricanisme, oui, un discours populiste. Également, ça peut être aussi une manière de s'éterniser au pouvoir de la part de la junte. Non, c'est pour ça que je dis que discours panafricaniste, d'accord, discours populiste, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop parce que s'ils voulaient faire dans du populisme, ils auraient pu, organiser les élections assez rapidement pour plaire à tout le monde, plaire à la CEDEAO, plaire à l'UEMOA, plaire à la France, à tous les partenaires. Et aujourd'hui, plaire également à une partie du peuple malien et avoir des postes juteux au niveau du Mali là-bas. Et ils auraient réussi leur vie ainsi que leur famille, se seraient sortis de la pauvreté. Mais vous voyez aujourd'hui, les sanctions telles que prises par la CEDEAO ont un seul but, c'est de susciter un soulèvement populaire au niveau du Mali lorsqu'il y aurait manque de denrées alimentaires, d'un certain nombre de choses. C'est de susciter un soulèvement populaire contre la junte, et donc je ne pense pas que les militaires au pouvoir sont dans une logique populiste. Ils ont certainement des raisons de vouloir proposer un certain nombre de choses, mais je pense que la CEDEAO également, en tant qu'une organisation, qui, nous le rappelons, a échoué dans plusieurs pays avant le Mali, aurait pu ne pas se mettre dans cette posture-là qui ressemble trop à une posture dictée ou téléguidée, mais s'inscrire dans une posture d'une CEDEAO, d'une organisation qui comprend un pays membre en difficulté, mais qui entre les mains des individus, des personnes, des militaires, qui, eux, ont des arguments qu'ils mettent dans la balance, des arguments qui, à mon sens également, vaut leur pesant d'or. Alors, on se souvient encore que l'ex-chef d'État Ibeka, par exemple, pour son deuxième mandat, l'élection n'a été organisée que dans quelques parties du Mali. De Bamako et quelques villes environnantes. À partir de ce moment, est-ce que c'est un chef d'État qui a toute la légitimité ou qui a toute la légitimité aux yeux du peuple malien de parler, de représenter les Maliens? Aujourd'hui, la CEDEAO réclame les élections. Je crains que les élections vont se tenir dans les mêmes conditions, c'est-à-dire à Bamako, dans ses environs et dans quelques villes tout au moins. Donc, les militaires qui maîtrisent le terrain disent de travailler pour assurer la sécurité du territoire, de récupérer une bonne partie du territoire pour que les élections futures soient des élections assez représentatives qui donnent la possibilité à tous les Maliens, ou du moins à la majorité des Maliens, de se prononcer dans le cadre d'un processus électoral ou dans le cadre des élections générales pour désigner les dirigeants, des députés qui seraient venus de toutes les parties, de toutes les régions du Mali, et un président qui serait élu par tous les Maliens et qui aura la latitude de se rendre dans n'importe quel coin du territoire malien. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas balayer du revers de la main cet argument assez fondamental qui est d'ailleurs le problème, le premier des problèmes du Mali aujourd'hui, pour exiger
des élections ici et maintenant, ou tout au moins des élections dans quelques semaines ou dans 1 ou dans 2 mois. Donc le véritable problème, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que la CEDEAO et les autres partenaires ont pu faire depuis 2012 pour aider le Mali à sécuriser son territoire. Peut-être ils ont pu envoyer des contingents. C'est vrai que c'est sous le couvert des Nations Unies. Je vais vous poser cette question, Didier Assogba. Si on parle de retrait de ces contingents, comment cela va se faire concrètement? Ben, je sais que ça va être organisé par l'ONU dans ce cas. Ouais. Et donc, est-ce que le Mali, je ne pense pas que les autorités maliennes iront jusque-là. Non, je pense que également, eux aussi, c'est comme la CEDEAO a mis la barre est très haute. Donc, il faut véritablement que eux également arrivent à cette dimension-là pour au moins mettre un peu de pression ou montrer un degré de fermeté en face de la CEDEAO. Donc, je pense que en ce qui concerne le contingent, c'est l'ONU qui gère. Donc, à partir du moment où l'ONU n'a pas pris de sanctions contre le Mali et que les autorités maliennes sont pratiquement en discussion, dans des relations avec les responsables de l'ONU, je pense que cette question va être discutée au plus haut niveau avec le secrétaire général des Nations Unies ou s'il le faut finalement au Conseil de sécurité pour trouver une solution. Mais je ne crois pas qu'on arrivera finalement au point où des soldats issus des pays membres de la CEDEAO, donc qui sont membres, qui agissent au niveau du Mali dans le cadre de la MINUSMA, auront à se retirer complètement. Je pense que les discussions de couloirs, les couloirs diplomatiques ne sont pas complètement rompus, même si avec la CEDEAO c'est un peu compliqué. Il y a l'ONU et il y a d'autres partenaires qui sont là, qui vont peser dans la balance et je pense qu'on n'irait pas jusqu'à ce point. Mais faisons remarquer que oui, des partenaires du Mali avaient envoyé des contingents, des troupes au niveau du Mali depuis 2012, mais on fait remarquer que vu la situation actuelle, les gens peuvent regretter. On sait que votre pays a perdu 7 soldats tout récemment. D'autres pays en ont perdu également. Est-ce qu'il y a un peu de regret? Non, le regret, c'est le principal regret, c'est de voir, c'est comme je dis, la CEDEAO, la décision ou la position de la CEDEAO est à questionner. On sait que depuis le début, la CEDEAO montrait un peu de fermeté, mais également, la CEDEAO jouait au bâton et à la carotte. Le bâton, la carotte. Le bâton à la carotte. Un peu de sanctions, mais il y a un représentant là-bas, la personne de l'ancien président nigérien, qui va régulièrement au niveau de Bamako rencontrer les autorités, discuter avec eux. Et je pense que c'était comme ça qu'on a eu finalement un premier ministre civil de la transition sous la pression de la CEDEAO. Donc, à partir du moment où les autorités militaires maliennes n'ont pas fermé les portes aux discussions et ne sont pas rigides sur leur proposition d'ailleurs de 5 ans, parce qu'ils avaient proposé 5 ans, et quand la CEDEAO avait réagi, ils l'ont ramené à 4 ans, je pense qu'il y avait également de la possibilité de continuer les discussions dans le cadre sous-régional pour qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à ces escalades de déclarations ou de sanctions. Et je pense qu'en tant que citoyen de la CEDEAO, je regrette que mon pays ait envoyé des soldats là-bas qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, on en soit à un point où tout cela peut être considéré comme du temps perdu et des vies perdues inutilement également. Je ne pense pas que ça arrangerait la CEDEAO. Ça n'arrange véritablement personne. Et comme nous le disons et comme chacun des citoyens de la CEDEAO aurait pu le souhaiter, c'est que pour des décisions du genre ou des décisions concernant un pays, la souveraineté d'un pays, le devenir d'un pays, de tout un peuple, il faut véritablement que les chefs de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO puissent un temps donné consulter ou demander l'avis de tous les citoyens de la communauté. Je pense que ça aurait pu les aider à mesurer leur prise de décision qui ne ressemblerait pas à une décision dictée et venue d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Merci. Vous êtes éditorialiste. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit Luc Abaki.